Nous étions les meilleurs amis du monde depuis nos 5 ans, à tel point que tout le monde pensait qu'on était amoureux, sauf nous. J'ai rencontré Léo le jour où sa famille a emménagé à côté de chez moi et que ma mère m'a envoyé apporter des biscuits pour leur souhaiter la bienvenue. Il était assis sur les marches, l'air complètement déprimé d'avoir quitté ses copains, alors je lui ai proposé de partager les miens s'il voulait. Il m'a lancé que les filles, ça avait des microbes, et j'ai répliqué en renversant tout mon plateau de biscuits sur sa tête. À partir de là, on ne s'est plus quitté. Les 13 années qui ont suivi, on a vraiment tout fait ensemble. Chaque matin, il venait me chercher pour aller à l'école, même si les autres garçons le taquinaient parce qu'il traînait avec une fille. Je n'ai loupé aucun de ses matchs de baseball, même ceux à l'autre bout du département. 3 heures de quart le samedi, qu'il pleuve ou qu'il vente. On avait nos petites traditions. Je me dessinais son numéro sur la joue et je hurlais plus fort que toutes les copines réunies dans les gradins. On nous demandait sans arrêt si on sortait ensemble et on éclatait de rire, comme si c'était la meilleure blague qu'on ait jamais entendue. On n'était pas un couple, on était simplement Léo et Julia, ce qui était à la fois bien plus et pas tout à fait pareil. Au lycée, tout le monde s'est mis à se mêler de nos affaires. Ses potes d'équipe n'arrêteront pas de le taquiner en disant que j'étais raide dingue de lui, pendant que mes amis étaient persuadés qu'il ne me regardait pas du tout comme les autres filles. On levait les yeux au ciel à chaque fois, en expliquant que grandir ensemble, c'était un peu comme être frère et sœur. Je connaissais ses pires secrets, dont les plus cracras, comme sa manie de piquer du fromage dans le frigo à 2 heures du matin, et il m'avait vue dans tous mes états, couverte de boutons de varicelle, avec mon appareil dentaire ou la tête d'épouvantail après ma permanente ratée. Qui sortirait avec quelqu'un qui vous a aidé à enterrer votre hamster en CE2 ? Pourtant, l'université a bien failli tout casser. Il est parti faire ses études d'ingénieur à l'université d'État, et moi j'ai intégré une école d'art graphique à 40 minutes de là. Le premier mois a été horrible. Je l'appelais en pleurant à cause de ma coloc impossible. Et quand j'étais malade, il débarquait au beau milieu de la nuit avec une soupe. Il m'envoyait des textos pendant ses cours parce que sa binôme de TP le draguait ouvertement et qu'il ne savait jamais comment lui dire non sans paraître brutal. On s'était promis de toujours dîner ensemble le dimanche. Parfois, ça voulait dire se retrouver dans un boui-boui miteux pile à mi-chemin, où la nourriture était infecte, mais où au moins, on était tous les deux. Ces dimanches soirs m'ont littéralement sauvée. Puis tout a changé en 3e année, quand Léo est sorti avec une fille de sa promo, Becca. Belle, brillante, adorable, bref, irréprochable, ce qui ne rendait rien plus simple. Pour la première fois, Léo mettait quelqu'un d'autre en priorité. Il était toujours là le dimanche, mais passait la moitié du repas à lui envoyer des messages. Quand j'ai appelé en panique parce que j'avais raté un projet, il était chez elle et a raccourci la conversation. J'ai fait semblant d'être heureuse pour lui, et j'ai tenté d'en faire autant de mon côté. J'ai commencé à sortir avec Daniel, un gars de mon atelier de peinture, sympa, marrant, mais à 1000 lieues de Léo. On s'est même retrouvés à 4, à faire semblant de passer des soirées normales en double date, alors qu'en réalité, on se forçait tous beaucoup trop. Becca demandait toujours depuis quand Léo et moi étions amis, avant de conclure que c'était trop mignon, l'air de dire qu'on était un peu des extraterrestres. Daniel, lui, essayait tant bien que mal de comprendre nos blagues sans jamais saisir quoi que ce soit, et finalement, Léo et moi, on évitait de se regarder, de peur de vexer nos amoureuses officielles. Tout a volé en éclats l'année de notre diplôme. Becca a été acceptée en master en Californie et elle a demandé à Léo de l'accompagner, sous prétexte qu'il était temps de grandir, de laisser l'enfance derrière eux pour construire leur vraie vie. Or, l'enfance, pour elle, c'était moi. Léo m'en a parlé le soir même, au dîner du dimanche. Je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'il y aille, que Becca était parfaite et qu'en Californie, les ingénieurs avaient des tas d'opportunités. Il m'a regardé longuement puis a fini par approuver. Je suis rentrée et j'ai pleuré toute la nuit, au point que ma coloc a menacé d'appeler l'infirmerie du campus. 2 semaines plus tard, Daniel m'a quittée, en disant qu'il voyait bien que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre et qu'il ne voulait pas rester le second choix. J'étais incapable de lui répondre, mais au fond, je savais qu'il avait raison, même si je ne l'avais jamais admis. 1 semaine avant la remise des diplômes, Léo a débarqué chez moi en pleine nuit, ce qui, entre nous, n'avait rien d'inhabituel. Sauf qu'à 3 heures du matin, il était tellement sérieux et l'air complètement lessivé. Il m'a annoncé qu'il avait quitté Becca parce qu'elle lui avait demandé de choisir la Californie avec elle ou rester près de moi et qu'il n'y arrivait pas. J'ai explosé, je lui ai dit qu'il était fou de tout gâcher pour une simple histoire d'amitié et il m'a dit que c'était bien là le problème. Je n'étais pas qu'une amie et ça faisait des années. Puis il m'a embrassée. Je me suis reculée, totalement sous le choc, avec le cœur qui battait à tout rompre, et lui me regardait d'un air à la fois terrifié et plein d'espoir. On venait de franchir une étape qu'on ne pourrait jamais effacer, je l'ai senti tout de suite. J'ai bredouillé, complètement perdu, et je lui ai juste demandé s'il avait vraiment rompu avec Becca à cause de moi. Il a hoché la tête, comme si c'était une évidence. J'ai eu le souffle coupé. On est resté là, assis sur les marches, sans se toucher, incapable de détacher nos regards. Il avait les cheveux en bataille et des cernes incroyables, comme s'il n'avait pas dormi depuis une éternité. J'avais envie de l'embrasser à nouveau, autant que de m'enfuir loin d'ici. Finalement, on est monté, et on s'est installé chacun à une extrémité du canapé, trop nerveux pour se rapprocher. On a parlé toute la nuit, sans jamais se toucher. Léo m'a confié qu'il était tombé amoureux de moi au lycée, le jour où j'étais venue à un de ses matchs avec la grippe, juste parce que j'avais promis d'être là. Il m'a avoué qu'il avait toujours fait croire que ce n'était que de l'amitié, persuadé que je ne voyais en lui qu'un ami. Je l'écoutais,
et je me suis trouvée ridicule d'avoir passé toutes ces années à répéter à tout le monde qu'on était comme frères et sœurs, alors qu'au fond, aucun de nous n'y croyait vraiment. Quand mon tour est arrivé, j'ai reconnu que Daniel avait vu juste. J'étais vraiment tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai avoué à Léo que je n'avais pas voulu l'admettre, pas avant qu'il m'embrasse ce soir-là. On a parlé toute la nuit jusqu'au lever du soleil, puis on s'est endormi sans s'en rendre compte sur le canapé, les pieds presque enlacés au milieu. Le matin suivant, Reina est rentrée et nous a découvert là, encore tout habillée, profondément endormie. Elle n'a même pas essayé de cacher sa curiosité et a aussitôt voulu tout savoir. À moitié embrumée, j'ai lâché que Léo et moi, on s'était embrassés. Et là, elle s'est mise à crier si fort que le voisin a frappé contre le mur. Elle répétait sans arrêt que tout le monde attendait ce moment depuis toujours et qu'elle avait toujours su que ça finirait par arriver. Sa réaction a rendu la chose encore plus concrète, presque angoissante, parce que ça devenait officiel, plus question de faire marche arrière. Reina nous a préparé un café en arborant un sourire malicieux, tandis que Léo et moi, on échangeait des regards gênés. C'est à ce moment-là qu'elle a lancé « Alors, c'est pour quand le premier rendez-vous ?» C'est là que j'ai réalisé qu'on n'avait même pas pris le temps de parler de ce que tout ça voulait dire. Léo est parti se changer et Léna m'a glissé que j'avais l'air à la fois ravie et morte de trouille. Et c'était exactement ça. Un peu plus tard, Léo m'a envoyé un message pour me proposer un café près du campus, comme un vrai rendez-vous cette fois. J'ai accepté, les mains qui tremblaient en tapant ma réponse. On s'est retrouvés dans ce café où on avait déjà nos habitudes, mais tout semblait soudain différent, presque étrange. J'avais du mal à ne pas retomber dans nos automatismes d'amis de toujours. Je lui parlais de mon projet de design, je lui demandais ce qui se passait dans son labo d'ingé, puis je me rappelais qu'on était censé former un couple. J'étais tellement nerveuse que j'ai renversé mon café 2 fois. La deuxième, ça a coulé sur toute la table, et Léo s'est précipité chercher des serviettes. Sur le retour vers le campus, il m'a pris la main et je l'ai laissé faire. Sa main était chaleureuse, rassurante, et pourtant j'avais l'impression d'être à côté de la plaque, comme si on faisait semblant dans la vie de quelqu'un d'autre. Je repensais à toutes ces fois où on s'était tenu la main enfant. Mais là, c'était autre chose, et je ne savais plus trop comment me comporter avec lui. La semaine a défilé, on essayait tant bien que mal de comprendre comment être ensemble autrement que comme de simples amis. Un soir où Léo était venu réviser, il a suggéré que je cherche un job en design graphique pas loin de son école après le diplôme. Quelque chose en moi s'est fissuré et je lui ai balancé que je n'étais pas Becca et que je n'allais pas tout chambouler dans ma vie juste parce qu'il avait décidé qu'on formait un couple. Il a eu l'air blessé et il m'a dit qu'il voulait juste qu'on puisse vivre dans la même ville, mais je savais très bien ce qu'il voulait dire. Il espérait que ce soit toujours moi qui fasse le premier pas, qui m'adapte, qui fasse les sacrifices. C'est la première fois qu'on s'est disputé, là, au milieu de mon salon, entouré de mes manuels éparpillés. Léo m'a reproché de ne pas être juste. Je lui ai rétorqué qu'il était égoïste. Mais au fond, on parlait surtout de nos propres peurs. Il est parti sans un mot, même pas un baiser, et je me suis retrouvée anéantie. Les semaines qui ont suivi, à l'approche de la remise des diplômes, ont été infernales. Il fallait enfin prendre des décisions sérieuses. J'ai reçu une offre géniale d'une grande agence de design à 2 heures d'ici, rien que d'y penser. J'avais des papillons dans le ventre. De son côté, Léo avait plusieurs pistes près d'ici ou dans ma nouvelle ville. Et quand je lui ai parlé de mon projet, il a tout de suite affirmé qu'il choisirait le boulot local, en évoquant sa famille, alors que son visage disait tout le contraire. Il commençait déjà à regretter ce qu'il avait fait avec Becca, et maintenant, il était en train de refaire la même erreur avec moi. On a eu une longue discussion difficile où je lui ai dit que j'avais besoin qu'il ait envie de vivre sa propre vie, pas juste de me suivre. Léo s'est muré dans le silence avant de me demander si j'avais vraiment envie d'être avec lui. J'ai répondu oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas s'il fallait qu'il abandonne tout puis m'en veuille plus tard. À sa fête de remise des diplômes chez ses parents, tout le monde se réjouissait qu'on soit enfin ensemble. Sa sœur Azaria m'a prise à part dans la cuisine et m'a demandé si j'étais réellement sûre de moi, précisant que Léo avait toujours fait des choix pour me plaire depuis qu'on était enfant et qu'elle craignait qu'il ne sache pas qui il était sans moi. Ces paroles m'ont hantée toute la soirée. J'ai observé Léo au milieu de sa famille et j'ai compris que, trop prise par mes propres doutes, je n'avais même pas vu qu'il risquait de s'y perdre lui-même. À 5 ans, il jetait son jus quand je disais ne pas aimer le goût. À 12, il a quitté les échecs parce que ça m'ennuyait. À 18, il a refusé la Californie pour moi. Azaria avait raison, et j'étais impuissante. 2 mois après la remise des diplômes, Léo bossait chez un ingénieur du coin, et il était évident qu'il détestait ça. Le week-end, j'allais le voir, il était crevé, frustré, et ne cessait de râler contre son chef ou les projets bidons qu'on lui confiait. Une nuit, je me suis levée pour aller aux toilettes, et je l'ai surpris à regarder des offres en Californie sur son ordi. Je lui ai demandé franchement s'il regrettait de ne pas être parti avec Becca, et il a mis un long moment avant de répondre. Puis il a fini par avouer que parfois, il se demandait à quoi aurait ressemblé sa vie s'il avait fait un autre choix. On a passé la nuit à parler de ce qu'on voulait vraiment, pas de ce qu'on pensait devoir vouloir. Léo m'a confié qu'il se sentait piégé. Je me sentais coupable, et on a admis qu'il fallait que ça change. On a décidé d'essayer la distance. Léo allait accepter un meilleur poste à 3 heures d'ici. Le premier mois a été atroce. On ne savait plus comment faire, tout passait par le planning d'appel, un peu comme des inconnus. Il m'appelait à midi,
je bossais, je lui écrivais le soir, il dormait déjà. Je me suis plongée dans le boulot, je me suis fait de nouveaux amis à l'agence, on sortait voir des expos le week-end, et j'ai fini par réaliser que je pouvais être heureuse même sans Léo. C'était un drôle de mélange, ce sentiment de liberté mêlé à l'impression de laisser quelque chose derrière soi. Ce qui m'a surprise, c'est que j'aimais vraiment avoir un peu d'air, pouvoir découvrir qui j'étais, sans que Léo soit toujours dans mes pattes. 4 mois après, on ne se parlait presque plus, à part échanger quelques infos sur le boulot. Un après-midi, je suis allée prendre un café avec mon collègue Caleb, et finalement, on a traîné une bonne heure en ville à parler de design, de musique, à refaire le monde sans vraiment s'en rendre compte. Quand je suis rentrée, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Léo une seule fois de la journée. Le soir, quand il a enfin appelé, notre conversation avait un goût bizarre, forcé. Il m'a parlé d'un projet au bureau, j'ai raconté cette présentation pénible chez un client, mais au fond, on savait tous les deux qu'on jouait la comédie. J'ai raccroché et je suis restée là, le téléphone à la main, à me demander quand est-ce que discuter avec mon meilleur ami était devenu une corvée. J'ai failli lui écrire qu'il me manquait, puis je me suis demandé si c'était encore vrai. La semaine d'après, je me suis inscrite à un atelier de poterie, juste parce qu'une collègue en avait parlé, et que je m'étais dit, pourquoi pas. L'atelier sentait la terre humide. Il y avait 8 personnes, aussi perdues que moi, et une prof un peu bohème avec son chignon gris déglingué, qui répétait ces phrases à moitié mystiques du genre « Laissez la terre vous guider, ne forcez rien ». Ça paraissait perché, mais au fond, ça m'aidait. Mon premier bol ressemblait vaguement à une crêpe triste, mais ça m'était complètement égal parce que, pendant 2 heures, je ne pensais ni à Léo, ni à notre histoire bancale, ni à rien d'autre qu'à garder mes mains stables sur la terre. J'y retournais chaque jeudi soir, et dès la 3e séance, je façonnais déjà un truc qui avait presque une tête de tasse. L'ambiance était cool, on discutait tous en travaillant, mais sans jamais aller jusqu'à s'échanger nos numéros. Il y avait Noah, un gars de la compta, et Sarah, prof de collège, et on rigolait tous ensemble de nos créations ratées en rangeant l'atelier à la fin. Et puis, le vendredi, je retrouvais les collègues de l'agence au marché d'artisans du centre-ville. On déambulait entre les stands, café hors de prix à la main, je craquais pour des petits tableaux ou des bijoux faits main qui ne me servaient à rien. Mon appart se remplissait de choses choisies juste pour moi, sans le moindre lien avec Léo, sans la nostalgie de souvenirs en commun. Caleb m'a invité à sa fête d'anniversaire. J'y suis allée même si je connaissais à peine les gens, et j'ai fini par papoter roman graphique toute la soirée avec son coloc. En rentrant, je me suis rendu compte que je m'étais vraiment marrée, sans jamais penser à regarder si Léo m'avait écrit. C'était étrange, ce sentiment de légèreté, mais aussi d'être en train de trahir quelque chose. Chaque fois que je me marrais à une blague qu'il n'entendait pas, ou que je faisais des plans sans lui, j'avais ce petit pincement au cœur, comme si je devais lui garder tous mes meilleurs moments, même si ça n'avait pas de sens. Toute ma vie, je l'avais imaginé à travers notre duo, Léo et Julia, depuis la maternelle. Maintenant, j'étais juste Julia, sans trop savoir si c'était un progrès ou une perte, ou peut-être les deux à la fois. 3 mois après le début de notre relation à distance, mon téléphone a sonné à 23h un mardi, ce qui ne ressemblait pas du tout à Léo, depuis qu'on s'appelait plus à l'improviste, sauf rendez-vous précis. J'ai hésité à décrocher, puis j'ai fini par répondre. De l'autre côté, il pleurait tellement que j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait. Il répétait qu'il se sentait coincé, qu'il avait l'impression d'être invisible, en mode pause, et que tout ce qu'il entreprenait ne comptait pas vraiment. J'étais assise sur mon lit, le téléphone collé à l'oreille, à chercher quoi répondre pendant qu'il balançait que son taf était bien, que son appart était bien, que tout allait bien mais qu'il avait le sentiment d'effacer sa propre vie. Il m'a avoué qu'il avait accepté ce poste d'ingé uniquement parce que c'était à une distance raisonnable pour venir me voir les week-ends, pas par envie ni passion. Il disait qu'il choisissait toujours ce qui lui permettait de rester proche de moi, depuis qu'on était gosses, et qu'aujourd'hui, il ne savait même plus ce qu'il voulait vraiment. Je lui ai demandé ce qu'il ferait si je disparaissais de l'équation. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'on avait été coupés. Finalement, il a murmuré qu'il ne savait plus comment désirer quoi que ce soit pour lui-même, parce que le seul besoin qui comptait avait toujours été d'être avec moi. Et là, j'ai compris qu'on était pareils, tous les deux. On n'avançait plus par peur de se perdre que par vrai choix. J'avais pris mon poste, en partie, parce que c'était assez loin pour me prouver que j'existais en dehors de lui. Lui, son boulot, c'était l'inverse. S'assurer de ne pas trop s'éloigner. On avait tellement peur de se décrocher l'un de l'autre qu'on en avait oublié de vivre séparément. Après l'appel, je suis restée couchée en fixant le plafond, à repenser au fait qu'aimer quelqu'un, ça ne devrait pas vouloir dire mettre sa propre vie en stand-by, mais c'était pourtant ce qu'on avait fait. 6 mois après le diplôme, c'est en visio qu'on a eu la discussion de la rupture. Le visage de Léo sur mon écran avait l'air épuisé, triste, et j'imagine que j'avais la même tête. Ça faisait des semaines qu'on tournait autour du pot, les conversations s'amenuisaient, devenaient pesantes, et on était devenus presque 2 étrangers qui autrefois partageaient tout. Il a dit qu'on s'était sans doute emballé dans notre histoire amoureuse, alors qu'on aurait dû rester amis. J'ai hoché la tête, même si ça m'a brisé un peu d'entendre ça. On a essayé de discuter de tout ce qui n'avait pas marché, du fait qu'on était passé de meilleurs amis à couple sans jamais vraiment apprendre à jongler entre les deux, en pensant à tort que notre histoire nous donnait une sorte de raccourci. Mais la réalité est autrement plus complexe. Léo a expliqué qu'il avait besoin de temps pour savoir qui il était hors de notre duo, et j'ai reconnu que j'en avais besoin aussi. On s'est mis d'accord pour une vraie pause, sans message, sans faux espace, vraiment couper les ponts un moment. Une fois l'ordi fermé,
Je suis restée là, à respirer un peu fort, et puis j'ai craqué, des sanglots impossibles à retenir. J'ai tellement pleuré que ma coloc est venue frapper à la porte pour vérifier si ça allait, et j'étais même incapable de lui répondre. J'ai pleuré jusqu'à en avoir le visage bouffi, la gorge en feu, et la sensation que mon cœur s'effritait. Perdre Léo, c'était comme s'amputer d'une partie de soi, comme si j'avais dû laisser un bras que j'aurais toujours eu. J'avais passé presque toute ma vie avec lui, et d'un coup, il me fallait réapprendre à exister seule. À Thanksgiving, je suis rentrée à contre-cœur, déjà épuisée à l'idée d'affronter ce week-end. Fidèle à elle-même, ma mère avait cuisiné pour une armée et invité la moitié du quartier. En essuyant les assiettes, elle a lâché, l'air de rien. Tu sais, Léo est aussi dans le coin chez ses parents. Aussitôt, j'ai eu un poids sur l'estomac et j'ai passé le reste de la soirée à tendre l'oreille au moindre bruit dehors, anxieuse à l'idée de l'apercevoir. Je n'arrêtais pas de jeter un œil à la maison d'à côté, espérant sans l'avouer un signe, exactement comme quand j'avais 15 ans. Le samedi, je me suis à peine aventurée hors de ma chambre, trop tétanisée à l'idée de tomber sur lui en allant chercher le courrier ou les poubelles. Dimanche, je me suis levée aux aurores pour me préparer un café, et en jetant un œil par la fenêtre, je l'ai vu, assis sur les marches de chez ses parents. Un sweat à capuche, un jean, le regard perdu. Quand il a relevé la tête et qu'il m'a aperçu, nos regards se sont croisés, et je n'ai plus bougé. Il paraissait différent, plus tangible, plus solide que sur l'écran, comme si en quelques mois il était devenu quelqu'un d'autre. Je suis restée plantée là, ma tasse à la main, sans savoir quoi faire, jusqu'à ce qu'il m'adresse un petit signe timide. Sans réfléchir, j'ai attrapé ma veste et je suis sortie. On s'est retrouvés assis sur ces marches à discuter pendant des heures, comme autrefois. Les premiers mots étaient maladroits, chacun sur la réserve, puis Léo m'a parlé de ses séances avec sa psy et j'ai cessé d'être nerveuse. Il m'a expliqué que son thérapeute l'aidait à admettre qu'il avait peur de désirer des choses pour lui-même, persuadé que dépendre de moi équivalait à une faiblesse. Il m'a raconté comment, pendant des années, il s'était oublié en voulant toujours être là pour moi. Je lui ai confié mes débuts en poterie, les marchés d'art, ce que signifiait apprendre à me construire une vie sans lui, avec la crainte de ne plus l'aimer en avançant seule. Je lui ai avoué avoir eu peur de devenir comme Becca, celle qui pousse l'autre à renoncer à ses rêves. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'en réalité, on avait surtout eu peur de tout, sauf de ce qui comptait, et qu'en chemin, on s'était éloigné de l'essentiel. On a parlé boulot, amis, de tout ce qu'on avait fait depuis 6 mois. C'était comme retrouver notre complicité d'avant, ce dialogue naturel qu'on partageait bien avant que tout ne devienne compliqué. Mais c'était aussi nouveau, parce qu'on n'avait plus besoin de se cacher ou de jouer un rôle, on était juste Léo et Julia, un peu perdus mais curieux de découvrir qui on était devenus l'un et l'autre. Léo a sorti son téléphone pour me montrer une offre d'emploi reçue dans ma ville, une boîte d'ingénierie réputée, sur des projets qui le passionnaient. Il m'a avoué avoir passé l'entretien en secret 1 mois plus tôt, parce qu'il voulait s'assurer de le faire pour lui, sans se laisser influencer par moi ou par nous. Il voulait ce poste, quoi qu'il advienne de notre histoire, parce que ça comptait pour lui, pas pour moi. Et là, j'ai ressenti quelque chose changer en moi. Pour la première fois depuis l'enfance, Léo faisait un choix pour lui seul. Il ne me suivait plus. Il n'était plus dans mon ombre. Il ne sacrifiait rien en mon nom. Il s'inventait une vie où, cette fois, je n'étais qu'un point sur la carte, pas la destination tout entière. Je lui ai demandé ce que cela voulait dire pour nous. Il m'a avoué qu'il n'en savait rien, mais qu'on pourrait peut-être le découvrir ensemble. Il m'a dit qu'il voulait retenter l'aventure, mais différemment, sans laisser la peur, la culpabilité ou le passé nous envahir. J'ai réalisé que moi aussi, j'avais envie de voir ce que nous serions capables de devenir si nous décidions de nous choisir tels que nous étions vraiment, pas parce qu'on ne savait pas faire autrement. On s'est promis d'y aller doucement, de se redécouvrir une fois Léo installé dans ma ville, en janvier. On allait se donner rendez-vous comme n'importe quel couple, sans présumer que nos 16 ans d'histoire nous autorisaient à aller plus vite que la musique. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu dans ce petit café près de chez moi, où j'avais usé les chaises, sans jamais y être avec lui. Léo est arrivé avec des fleurs, et ce geste solennel nous a fait éclater de rire tous les deux, tant c'était étrange. On a commandé, puis on s'est installé à une minuscule table près de la fenêtre. C'était embarrassant, mais d'une gêne agréable. On essayait de jouer les amoureux, et finalement, on retombait toujours dans notre complicité de vieux copains, on s'en rendait compte et on tentait de se rattraper. Mais ça nous faisait sourire. Il m'a parlé de son nouveau boulot, je lui ai raconté un projet de design qui m'animait. À la fin, il m'a raccompagnée et m'a embrassée sur le pas de la porte. Rien à voir avec notre premier baiser, désespéré, quelques mois plus tôt dans mon salon. Celui-là était posé, doux, sans peur, comme si on savait enfin ce qu'on faisait. Les 6 mois qui ont suivi ont été une vraie mise à l'épreuve. Il fallait apprendre comment exister en couple sans renoncer à ce qu'on était chacun, et ce n'était pas gagné d'avance. On s'est disputé sur la manière de se voir sans s'accaparer, sur la place à laisser à nos amis respectifs. J'ai dû me retenir de retomber dans nos vieilles routines où tout se faisait ensemble. Léo a dû m'apprendre à dire quand il avait besoin de solitude, au lieu de disparaître pendant plusieurs jours. On a eu une dispute mémorable en avril. J'avais prévu une soirée avec les amis du cours de poterie, le même soir où Léo voulait me voir. Il m'a reproché de les choisir eux,
Je lui ai rétorqué que penser ainsi, c'était justement ce qui nous avait brisé la première fois. 3 jours de silence plus tard, j'ai cru qu'on allait tout perdre, mais il m'a appelé, s'est excusé et m'a expliqué que sa psy lui avait fait réaliser qu'il retombait dans ses vieux travers. On en a parlé et on a ajusté nos agendas. Petit à petit, on a trouvé notre rythme, assez proche pour être ensemble sans se fondre. On a gardé nos rendez-vous, nos soirées, chacun de son côté, nos amis. C'était plus complexe, mais tellement plus simple, plus sain. Et puis un jour, la boîte de Léo lui a proposé une promotion, à condition qu'il parte travailler en Californie. Et là, il n'a rien dit pendant 2 semaines. J'ai découvert l'offre parce qu'il avait oublié la lettre sur le comptoir de ma cuisine. Sur le coup, j'en ai été blessée qu'il me cache ça. Puis j'ai réalisé qu'il voulait simplement gérer ça tout seul, comme c'était son droit. On en a parlé un soir, tous les deux sur mon canapé, un plat à emporter posé entre nous. Il m'a expliqué qu'il hésitait. La promotion était géniale, mais il était très attaché au projet sur lequel il bossait ici. Je lui ai dit franchement que ça me ferait vraiment de la peine s'il partait, mais que je voulais qu'il pense à son avenir avant tout. Et, pour une fois, je le pensais sincèrement. Ce n'était ni par principe ni par peur de ressembler à Becca, mais parce que je voulais vraiment que Léo vive la vie qui lui ferait plaisir, même si ça voulait dire qu'on ne serait plus ensemble. Il m'a regardé longuement avant de me dire qu'il allait refuser le poste. Pas pour moi, mais parce qu'il préférait réellement ce qu'il construisait ici, avec l'équipe et le projet. Là-bas, il aurait tout à recommencer alors qu'ici, il avait trouvé sa place. Je l'ai cru sur parole, et ça a tout changé pour moi. 2 ans après ce premier baiser un peu maladroit, on s'est retrouvés dans le même resto miteux où on avait l'habitude de faire nos repas du dimanche à la fac. Rien n'avait changé, la nourriture était toujours aussi mauvaise, mais c'était notre endroit à nous. Léo était super nerveux ce soir-là, il a laissé tomber sa fourchette 2 fois et n'a presque pas touché à son burger. Je me suis dit qu'il allait encore aborder un sujet sérieux sur notre avenir, mais non. Il a juste pris ma main par-dessus la table et m'a dit « Ces 2 dernières années, j'ai appris à être moi-même. Et le mieux, c'est que ça m'a encore plus donné envie d'être avec toi. » Il a sorti une bague et m'a demandé si je voulais l'épouser. J'ai dit oui, parce que je n'avais plus peur. Plus peur d'aimer et de me perdre, plus peur qu'il me reproche quoi que ce soit ou qu'on se trompe. On était devenus 2 adultes autonomes, et choisir d'avancer ensemble, ça avait enfin du sens. On avait appris à se reconstruire chacun de notre côté pour mieux se retrouver. Et maintenant, rester ensemble, c'était un vrai choix. Pas un besoin, juste une envie partagée. Préparer notre mariage nous a vraiment montré à quel point on avait évolué. Je me revois en train d'organiser les plans de table avec la coordinatrice du lieu, à prévoir des tables séparées pour mes copines du cours de poterie qui ne connaissaient pas Léo, et ses collègues ingénieurs qui ne me connaissaient qu'à peine. Preuve qu'on avait chacun notre vie, nos amis, nos passions. On n'était plus ces gosses un peu paumés, incapables de vivre l'un sans l'autre. On avait appris à gérer nos mauvais jours, dans lesquels l'autre ne pouvait pas toujours intervenir. Quand Léo rentrait du boulot frustré à cause d'un projet, je l'écoutais sans chercher à résoudre le problème pour lui. Quand je voyais une exposition refusée, il m'enlaçait sans ramener ça à lui. On se choisissait chaque jour, pas juste parce que c'était la routine ou parce qu'on avait toujours fait comme ça. C'était beaucoup plus dur que ce que j'avais imaginé ce soir-là, sur le canapé, après ce premier baiser. Plus chaotique aussi, parce qu'il fallait vraiment se parler, et pas simplement deviner ce dont l'autre avait besoin. Mais honnêtement, c'était 1000 fois mieux que tous les contes de fées dont j'avais rêvé sans jamais l'avouer. Le jour du mariage, Azaria s'est levée pour faire son discours, avec ce même regard que Léo quand il est ému. Elle a parlé de toutes ces années passées côte à côte, 16 ans à construire notre amitié, puis 2 à tout reconstruire différemment. Je n'ai jamais vu 2 personnes se battre autant pour leur couple, ni autant se donner du mal pour être libres et ensemble à la fois. Plus tard, sur la piste de danse, avec la main de Léo dans mon dos, je repensais à tout ce qu'on aurait pu perdre, à ce qu'il avait fallu casser pour pouvoir se choisir vraiment. Toutes ces disputes à propos de notre espace, ces soirées passées chacun de notre côté à comprendre qui on était, tout ça nous menait à ce moment-là, celui où je savais enfin qui j'étais et que je le choisissais, lui. Il m'a regardé en souriant et j'ai compris qu'il pensait exactement la même chose. On avait traversé le pire, les moments de doute, parfois le vrai chaos, et franchement, je ne changerais rien à notre histoire.